Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate spécial, un Tailgate qui va traiter de l'actu chaude de ce lundi. C'est le licenciement de Brian Daboll pour les Giants de New York. Un Brian Daboll qui pourtant, d'après certains analystes français, était intouchable dans cette saison 2025, puisqu'un certain Yaya nous avait dit que jamais les Giants ne vireraient un coach en cours d'exercice. Et pourtant, l'incroyable s'est produit puisque Brian Daboll a bien été renvoyé de son poste d'entraîneur principal des New York Giants après une défaite contre Chicago 24-20 en semaine 10. Mais ça, je vous laisse aller écouter le podcast débriefing que l'on a fait comme tous les mardis matins pour parler de ça. Là, on se concentre uniquement sur Brian Daboll, comme on l'avait fait après l'arrivée de Joe Flacco, comme on l'avait fait aussi lors du... Je sais plus si on l'avait fait pour le licenciement. Si, Jackson Dart. Non, quand on a mis Jackson Ah, Dart. on a fait Jackson Dart. Voilà. Les commotions cérébrales, ça arrive. Ouais. Non, on n'avait pas fait... non, je croyais qu'on l'avait fait pour les Titans aussi, mais non, on ne l'avait pas fait pour les Titans sur le renvoi de leur entraîneur. Bref, voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est Brian Daboll, les Giants, c'est uniquement les Giants, et forcément, vous le savez, dans la rédaction de The Playoff, quand on parle des Giants, il suffit de lever le doigt de pied et vous avez 6 fans qui débarquent. Nous avons aujourd'hui mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonjour, bonsoir, bonjour à tous les auditeurs de The Playoff. Écoute, ça va bien. On va parler d'un sujet où beaucoup de fans des Giants s'attendaient à ce résultat ou pas, où d'autres vont trouver que c'est complètement encore plus dysfonctionnel que ne pouvait l'être la franchise. Donc ça va être un beau débat entre nous, je pense. Mon cher Yaya est avec nous. Salut mon Yaya, comment ça va ? C'est toujours la déprime 1. Vous allez voir que dans le podcast de débriefing de la semaine, c'est encore la déprime. Amenez-moi du Prozac, amenez-moi tout ce que vous voulez, même des substances alcoolisées, je prends là. On a vraiment deux rois du pronostic avec nous, puisque Yaya donc nous avait dit que Brian Daboll ne serait pas renvoyé cette saison, et Bertrand, rappelons-le, avait placé les Giants à 7 victoires. Et non, mais attends. Alors là, je vais venir à la défense de mon ami. Là, tu sais quoi ? Oui, vas-y. Vu les matchs, comment c'est tourné, s'il n'y avait pas un défensif coordinateur qui est un fantôme, c'est Casper, on aurait pu gagner les matchs. Et si on avait gagné les 4 matchs qu'on aurait dû, là, on serait à 6 victoires. Et là, on serait tous en train de se moquer de toi, Flav. Parce que tu sais quoi ? Tu es vil. Tu es vil. Je pense que même que tu jouerais au rugby, tu serais anglais tellement tu es vil. Tu es la perfide Albion. Voilà. Ok, très bien. C'est fantastique. Oui, d'accord, très bien. Donc, c'est quoi la démonstration là, du fait ? C'est qu'on a eu des presque victoires, c'est ça ? Ouais, mais on aurait eu ces c'est pas toi qui me disais il y a quelques temps que si la pièce tombait toujours du mauvais côté, c'est peut-être qu'il y avait une raison ? Oui, on va en parler de la raison. Parlons-en de la raison, justement. Parlons-en de la raison. Brian Daboll a donc été renvoyé. Première question très simple pour l'un et pour l'autre. Mon Bertrand, est-ce que pour toi, c'est une bonne nouvelle ? Pour moi, c'est une bonne nouvelle en soi parce que... d'accord. Mais alors, comme j'en connais un autre qui s'appelle Vince, et c'est vrai que pour le coup, quand j'entends les émissions, il donne le contexte, il dit, vous voyez pas à l'image, mais on a déjà eu un bras se lever il s'est disloqué l'épaule, tellement il n'était pas d'accord. Sur le coup, c'est Yaya, il fait waouh, c'est monté tout ça. Alors, juste laisse-moi expliquer, et à partir de là, après, tu peux. Bon, pour moi, en soi, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'avoue très franchement que, de prime abord, je m'attendais à ce que la franchise aille jusqu'au bout de la saison avec Brian Daboll, puisque de toute façon, du pareil au pire, on était quand même sur des matchs qui ressemblaient un petit peu, même s'il y a eu quelques sursauts la semaine d'avant. Maintenant, il est vrai que la prestation face aux Bears a montré les limites, je dirais, de la patience des joueurs. On a senti des joueurs, pas foncièrement en attaque, mais surtout en défense, donc parce que en plus, il y a un combo Bowen qui ne fait pas le taf correctement, et Brian Daboll qui, à mon avis, a perdu son vestiaire. Et donc, ce combo-là, on va dire, dès que tu perds ta défense, malgré tout, c'est quand même une escouade qui te fait tenir les matchs, malgré tout, et qui te permet à l'attaque aussi de pouvoir produire aussi à un moment donné. Donc,
ayant perdu tout ça, globalement, la franchise, John Mara, Tisch ont décidé, c'est ce qui a été retranscrit dans les médias, que vu les résultats, vu le mécontentement des fans, de se séparer de Brian Daboll. Et après, on va reparler après d'avoir mis en coach intérim quelqu'un qui est déjà dans le sérail des Giants. Maintenant, le départ en lui-même, oui, parce que on avait vraiment tout perdu. Là, on avait vraiment perdu tout l'ensemble des joueurs. Et si c'est pour faire une fin de saison où globalement, on sera presque à se dire, même les gens extérieurs des fans des Giants, qui vont se dire, oh là là, c'est du tanking déguisé malgré tout. Les joueurs, ou beaucoup de gens le disent, c'est le tanking n'existe vraiment pas parce que les joueurs jouent leur avenir aussi sur les matchs et jouent leur place également pour l'année prochaine ou pour d'autres franchises. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a été décidé et que de toute façon, l'adjoint ou une autre personne qui aurait pu prendre le relais n'aurait pas fait pire et que ça peut même être à un moment donné un sursaut, on va dire, en tout cas de changement qui va faire changer la mentalité globale jusqu'à la fin de saison, jusqu'à ces 8 et 7 derniers matchs. Pardon. Donc, au final, parce qu'il y a la semaine de repos, donc on est 7. Donc, au final, on est sur quelque chose pour un changement d'aura, un changement et puis pour dire aussi aux médias et à tout le monde, on a fait quelque chose, on a changé. Yaya ne sera pas d'accord avec moi parce qu'il va me dire que c'est encore de la stabilité. De toute façon, la stabilité, elle est là, au-delà du bonhomme Brian Daboll. On a Shane Bowen qui est un problème. On a une dysfonctionnalité. Mais justement, Bertrand, et après je te donne la parole. Oui, vas-y. Et pourquoi pas en avoir profité si Bowen est un problème pour faire table rase, du coup. Alors, je pense que Bowen, c'est le coordinateur d'offensif, pour ceux qui je pense qu'à mon... non, mais tout le monde ne connaît pas les coordinateurs de toutes les équipes. Tout à fait. Et Mike Kafka est le coordinateur offensif, et son nom va revenir après par la suite dans le podcast. Mais au final, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, on va se séparer de la tête pensante, de l'élément le plus important qui est le fusible numéro 1 qui saute le plus régulièrement, le plus facilement, et que de toute façon, vu que inévitablement, moi je vois l'histoire de Kafka pour qu'il reste par la suite, que ce soit lui, etc. Non, je pense que c'est un intérim et qu'au final, moi c'est pas ce que je souhaite parce que de toute manière, on doit avancer aussi et que de toute manière, la nouvelle régence qui va arriver pour coacher ce club, pour organiser cette franchise, se séparera inévitablement de Bowen par rapport à sa production, la manière de l'utilisation qu'il a de ses joueurs. Et ça, je suis d'accord avec toi, Yaya, qui est très mauvaise, parce qu'on devrait avoir, quand même, avec les atouts que l'on a en défense, une autre production que ce que l'on a à l'heure actuelle. Et après, Mike Kafka, pour le coup, je ne pense pas qu'il soit apte et qu'il ait les épaules pour le moment. Donc oui, je vais rebondir sur ce que Yaya va sûrement vous dire. Rebondis pas alors que j'ai pas encore parlé. Période d'incertitude, période d'instabilité de nouveau, et on va repartir sur un cycle de reconstruction qui va rien apporter au final, parce que par rapport à le geste qu'on vient de faire. Et moi, je pense que il faut faire autre chose. Du moment que tu perds ton vestiaire, tu ne peux pas, après 4 années où on t'a laissé ta chance de t'organiser avec Joe Schoen, parce que Joe Schoen devrait sauter également, pas à mon avis. Ah non, il saute pas. Il est temps. Non, j'ai dit, à mon avis, j'ai pas dit maintenant, mais attends, on verra bien en janvier prochain. À partir de là, je pense qu'il est temps de partir sur une nouvelle régence globale, aussi que John Mara puisse, tout du moins, reconsidérer sa façon de diriger les choses, et puis surtout, pour finir, parce que je voudrais bien laisser la parole à Yaya, qu'on ait aussi, à un moment donné, qu'on mette en perspective que les drafts de Joe Schoen ne sont pas aussi extraordinaires que ça qu'on veut bien le laisser paraître, qu'il y a eu des bons choix, mais que sur les 4 années qu'il a pu avoir, ou 3 années, excusez-moi si je suis plus dans le bon compte, au global, il y a des choses qui sont pas folichon au final. Je finirai là-dessus. Je te laisse la parole, Yaya. Je t'en prie. Non, moi, en fait, surtout, c'est que je ne vois pas quel est l'intérêt, maintenant que la saison est pourrie,
pourquoi changer le coach maintenant? Ça sert à quoi? C'est la question que j'allais te poser. Pourquoi changer le coach maintenant? Mais en fait, regarde, quand tu veux changer un coach, c'est parce que tu es en course pour jouer quelque chose et que tu veux créer un électrochoc. Mais là, il n'y a rien. L'encéphalogramme, il est plat. Je suis d'accord avec toi. Le premier move à faire, c'était de virer ce putain de coordinateur défensif. Parole, s'il vous plaît. Ok. That fucking defensive coordinator qui a fait n'importe quoi. Les appels de jeu défensifs, c'est n'importe quoi. Ça nous a coûté 4 matchs au minimum. T'es sûr que c'est ça qui vous a coûté 4 matchs? Oui, quand tu joues la prevent contre un kicker, tu sais que tu as un kicker qui peut kicker de plus de 50 de plus de 60 yards, ben voilà. Ben non, quand tu as un pass rush. Moi j'ai une théorie, hein. Tu sais ma théorie? Oui, non, t'as aucune théorie. Toi, tu parleras quand tu auras 2 Super Bowls. Allez hop. J'ai une théorie. Laisse les grands parler. J'ai une théorie, c'est que ça se trouve, vous allez être d'accord avec moi, tu sais même pas ma théorie. C'est que les joueurs ont tout fait pour montrer qu'ils étaient capables, qu'ils avaient le niveau NFL, parce que comme l'a dit Bertrand, il y a des contrats qui sont en jeu, ils doivent prouver leur niveau, et le tanking, c'est très très compliqué en NFL. Et puis, ils ont voulu montrer aussi qu'ils avaient lâché leur coach. Et ça, c'est les quatrièmes cartons. Et ça, c'est les quatrièmes cartons. Et les défaites, c'est pour qu'on en arrive à ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que Daboll soit viré, mais que tout le monde sache que les Giants étaient capables de les gagner, ces matchs. Je suis d'accord avec toi. Les deux derniers matchs. Je serais d'accord avec toi si le prochain match, ils vont jusqu'au bout. Mais ce ne sera pas le cas. Ce sera peut-être le cas. À mon avis, je pense que la défense, ils n'en peuvent plus de Gowen. Donc, du coup, c'est bon. Quand tu te fais trouer comme tu te fais trouer au sol, ce n'est pas possible. Alors que parce que on a tous vu hier, là tu parles de la défense, on a tous vu hier l'attitude de la ligne offensive une fois que Jackson Dart est passé et est sorti sur commotion. Enfin, t'as vu la passoire que c'est devenu? D'un seul coup, d'un coup d'un seul. Hein. En 10 minutes, t'es passé d'une ligne qui protège Jackson Dart, qui lui fait marquer 2 touchdowns au sol, à une ligne qui s'est plus protégée. Avec les mêmes joueurs. C'est bizarre quand même. Ça prouve bien. Mais non, mais Jackson Dart. Là, c'est pas la défense, hein. C'est la ligne. Non, mais moi, je te parle surtout de la partie défensive. Si tu veux parler de la partie offensive. Non, je veux parler de est-ce que les joueurs avaient pas décidé de lâcher le coach? Est-ce qu'ils voulaient pas que Brian Daboll soit viré? Et peut-être qu'ils veulent que le coordinateur offensif soit viré aussi et qu'ils vont continuer à faire ça jusqu'à temps qu'il soit viré. Hein. C'est possible. Hein. Mais moi, le timing, il est horrible. Il y a pas pire. En fait, je suis pas sûr. Honnêtement, mais je vous laisse débattre entre vous. Mais le truc, c'est que quand tu as un coach en début de saison, il faut le temps de lancer la machine. Là, tu peux essayer de voir s'il y a des choses qui marchent déjà sur la fin de saison, comme elle est foutue en l'air. Ça fait 3 saisons. Non, c'était sa 4e. La première saison ça a été un exploit. Là, je suis désolé, mais cette année, on s'attendait à un peu mieux, notamment en termes de défense. Et moi, je suis désolé, mais si tu dois virer le coach, il fallait le faire au mois de janvier l'année dernière. Après, quand on en a déjà débattu, on l'avait dit, mon Yaya, et je te donne la parole tout de suite après, Bertrand. On en avait parlé, on avait dit, ce qui va compter, c'est pas forcément le bilan, c'est le contenu. Parce que perdre contre les Eagles, bon. Mais tu gagnes contre les Eagles. Non, mais je te parle du dernier match contre les Eagles. Perdre contre les Eagles, c'est pas un drame, tu vois. Je veux dire, dans le calendrier de la saison, le calendrier des Giants était dur, tout le monde le savait. Mais perdre de cette manière contre les Broncos, perdre de cette manière contre les Bears, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que dans le contenu, tu vois que les mecs ont lâché. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que ce soit. Ah, mais attends, donc en fait, c'est la République des joueurs et des médias. Non, mais des joueurs, tu sais très bien que ça compte. Oui, ça compte, mais dans ce cas-là, parce que si les joueurs veulent pas gagner, ils gagneront pas. Hein. C'est pas sur le terrain. C'est pas de cette année, ça date d'avant. Donc, ou tu le vires tout de suite, mais en plus, le pire de tout, c'est que dans la presse, on savait très bien que John Mara voulait le virer, c'est l'ensemble des actionnaires qui a refusé en disant on le laisse, et c'est ce match-là, vu comment ça a été fait, et
surtout, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est l'arrivée de Russell Wilson qui a fait perdre le match, clairement. Et parce que je pense que la ligne offensive a lâché Russell Wilson aussi. D'ailleurs, ils ont qu'une envie, c'est d'avoir Jackson Dart et ils ont lâché Russell Wilson. Mais tu veux que je te dise un truc? Moi, je Limite, pense faudrait mettre Jameis Winston plutôt que Russell mais Wilson. bien sûr, moi, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mis Jameis Winston. Je pense que la ligne aurait fait plus d'efforts avec Jameis sur le terrain qu'avec Russell. Mais carrément, carrément. Moi, tout à fait. Je pense que ça ne. Surtout vu les dernières phrases de Jameis Winston qui dit moi je veux bien rester sur le banc pendant 3 ans si ça aide Jackson Dart à devenir une superstar, moi ça me va très bien, tu vois, donc je pense que le genre de commentaire pour un vestiaire, tu vois, c'est tout à fait le genre de mec qu'il faut derrière Jackson Dart. Mais moi en plus ça a l'air d'être un glue guy comme il faut. C'est un bout en train le garçon. Moi je reste persuadé que soit tu le vires avant la saison, soit après. En milieu, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Pas l'entre-deux eaux, quoi. Mais non, mais tu vas faire quoi jusqu'à la fin de saison? Non, mais je ne fais que synthétiser ta pensée. Et surtout, et je vais même te dire un truc. Imagine, parce que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'aimes pas l'eau tiède, tu es froid ou chaud. Imagine, le pire de tout, c'est que tu vas gagner. Imagine, tu gagnes des matchs. Ah bah c'est le problème qui est arrivé qui est arrivé aux Raiders avec Antonio Pierce. Et voilà. Rappelle-toi. Oui, mais dans ce cas-là, tu finis la saison et après tu prends le plus haut pic possible, quitte après faire un trade down et récupérer d'autres pics, parce que si Jackson Dart c'est pas ton quarterback, c'est ton quarterback, tu restes. Et après il y a eu autre chose, c'est que il y a eu du mieux quand il a eu son quarterback Brian Daboll, qui était Jackson Dart. Et je suis désolé, là on va repartir sur un coach qui n'aura pas choisi son quarterback. C'est vrai que là le bas blesse. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà. Mais là on aurait pu savoir jusqu'à la fin de saison avec le coach qu'il avait choisi ce que ça aurait pu donner. Et là on a un échantillon beaucoup trop petit et on va se retrouver dans la mouise une fois de plus. Mais ça, mais non, mais de toute façon, on a donné ce qu'on voulait à tous les fans. Et voilà, on a viré le coach, on a coupé la tête. Ah ben comme ça, tout le monde est content. Et on repart sur quoi? Sur rien, sur un coach qui va se retrouver avec un quarterback qui n'a pas choisi. Et on va galérer pendant des années parce que on n'aura pas les joueurs qu'on veut et machin. Et tous les ans, on se dira oh, on a gagné 3 matchs de pré-saison, super. Et voilà. Et non, et on se contente, mais on fait n'importe quoi. On fait tout à l'envers. Soit tu vires en début de saison et tu vas pas chercher, tu vas pas faire un trade-up pour aller chercher un quarterback pour un coach, pour après le virer, surtout que tu sais qu'il est fragile. Donc tu vas pas aller chercher ça. Oui, ça c'est vrai que c'est pas nouveau que Brian Daboll soit sur un siège éjectable. Hein. Ça, mais non, on en parle depuis sa 2e saison. Moi, je l'ai relancé, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. C'est important qu'il s'exprime, c'est aussi un sacerdoce, ça permet aussi de relâcher les tensions. Ce podcast est là pour toute la rédaction de The Playoff qui a besoin d'un exutoire ce soir. C'est mieux qu'un cours de pilates ou de yoga pour Yaya, tu vois, c'est important. Au final, ce que je veux dire aussi, moi, c'est que, en revenant sur certains propos de Yaya, c'est sur le moment où Brian Daboll a été lâché. Je dirais que je ne cautionne pas le fait qu'il eût été lâché en milieu de saison. Je pars du principe qu'on aurait dû aller jusqu'au bout de cette manière-là et qu'après, il soit lâché. Ça, je suis d'accord. Oui, la franchise, les dirigeants de la franchise ont fait plaisir à la vindicte populaire, aux médias, en disant « on le lâche parce que c'est ce que vous attendez tous et parce qu'il faut qu'il y ait bien un qui paye pour tout le monde, même si ce n'est pas foncièrement le premier qui devrait partir. » Ça, c'est une chose. Deuxièmement, là où je ne suis pas d'accord avec Yaya, c'est que contrairement à un autre quarterback, et on sait que le quarterback, c'est l'élément essentiel, on en a parlé en off, on a parlé de Josh Allen, on a parlé de Lamar Jackson, on a parlé de quarterbacks qui sont des game changers, de véritables game changers, des quarterbacks attention, de quarterbacks de talent. Mélangeons pas tout pour le moment, Yaya. Ne parle pas Eli Manning, on va en parler en fin d'émission, voilà. Je te promets. Alors, ne mélangeons pas tout, mais ce que je veux dire qu'il est un véritable game changer, et depuis fort longtemps, depuis peut-être bien Eli Manning,
Ça, on peut dire le mot. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que on est monté à la draft. C'est un des bons choix de la part de Joshen et du board, qui est un des peu bons choix qu'il ait pu y avoir, d'aller choisir ce bonhomme pour la simple et bonne raison que quand on regarde sa vista sur le terrain en tant que rookie, il a non seulement la vista à la course, parce que je ne sais pas si vous avez vu ces changements de direction, mais c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Il a la vista pour le moment également au lancer, où il met sur des ballons assez précis et longs sur les joueurs, et ça, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps, même avec des joueurs qui ne sont pas ni son receveur numéro 1, ni autre. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Yaya, c'est que je reste persuadé qu'un autre coach qui arrivera sera utiliser ce jeu dans de bonnes conditions, à condition que ce coach soit responsable et soit compétent dans son travail et qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ça, alors, j'en suis sûr et certain. C'est juste de prendre un exemple. Tu as un coach qui est compétent, Gannon. D'accord, à Arizona. Il n'arrive pas à faire jouer Kyler Murray, qui est un très bon quarterback. Il n'y arrive pas. Ça marche pas. Mais oui, on parlera du choix du coach à la toute fin, mais je pense que pour les Giants, après un conseil de novice, hein, mais si moi j'étais le board des Giants, je choisirais maintenant un coach par rapport à Jackson Dart précisément, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller avec sa philosophie de jeu, parce que oui. Et d'ailleurs, bah oui, on en reparlera on va en reparler juste après. Tu connais quand même les Giants depuis suffisamment longtemps pour savoir que ça n'arrivera pas. Parce que s'ils prennent un mec qui aime les QB pocket, machin tout, bon bah il va changer de QB. c'est joué d'avance, tu vois. Oui, mais oui et non, parce que on le décèle, on le voit dans le jeu. Il y a des choses qui sont indescriptibles et qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on voit sur le terrain et qu'on voit dans le jeu qui est développé. Et on sent que ce joueur-là, à part le fait qu'il a encore du mal à se protéger et qu'il faut qu'il évite d'aller tête en avant, parce on dirait qu'il n'a pas peur des commotions, un peu d'ailleurs à la Scatebo, et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien d'ailleurs, et qui a été un peu le soleil durant cette saison et qui ont d'ailleurs faussé les résultats. À part le fait que Scatebo et Dart ont pu justement permettre aux Giants de gagner contre les Eagles, qui a fait tous plaisir, parce qu'on a gagné, mais que je l'avais dit que c'était qu'un coup d'éclat. Mais je veux dire, dès le premier match de la saison face aux Commanders, le ton était donné. Russell Wilson, ou pas Russell Wilson, de toute façon, c'est une généralité de playbook, c'est une généralité de style de jeu. Après le shootout face aux Cowboys où on a fini à 40-37, quand on voit la défense en carton qu'est les Cowboys, globalement, on n'est pas surpris. Mais après, le reste des résultats, de toute façon, c'est défaite contre les Chiefs, une victoire étriquée face aux Chargers où Jackson Dart démarre. Donc ça, c'est un peu le step-up juste pour le coup parce qu'il a démarré. Les Saints qui nous en mettent une, alors que bon, on est pratiquement à la course à celui qui va avoir le plus mauvais bilan. Rookie mistake. Ouais. Mais voilà. Après, le match des Eagles... Il en fait encore une d'ailleurs contre les Bears, hein, parce que le fumble juste avant sa commotion, c'est ce qui relance aussi Chicago. Bref, voilà. Mais bon, après la victoire contre les Eagles, super. Je reste sur le coup d'éclat. Est-ce qu'il y a beau qui rentre dedans? Voilà. Et après, on arrive sur le match des Broncos où effectivement on flash tout au 4e quart-temps. Malheureusement, puisqu'on ne peut pas tout imputer à Brian Daboll, mais on va dire c'est un ensemble de coaching, même avec le defensive coordinateur. Alors, c'est vrai que pour le coup, Bowen n'a pas aidé Daboll à sauver son poste. Alors, ça, c'est clair, net et précis. Il n'a rien fait pour. Hein. Après, les Eagles nous fessent, parce qu'à un moment donné, il faut bien remettre l'église au milieu du village en disant, attendez, les biloutes, c'est bien gentil, mais à un moment donné, on va vous rappeler qui est le patron quand même de la NFCS. Et après, on en arrive aux 2 matchs qui clôt le couvercle du cercueil de Brian Daboll, le 49ers au 24 et Levis et le 24-20 contre les Bears, où là, je veux dire, avant qu'on ait les 2 touchdowns de Jackson Dart qui moi, m'ont bien plu pour le coup, mais pour d'autres raisons, hein, ça je peux pas en parler à l'antenne, mais pour le coup, au final, avant, c'était encore une purge de matchs qui démarraient. Enfin,
les premiers cartons jusqu'à la moitié du deuxième carton, c'était encore dur à avoir joué, hein, faut pas se mentir. Hein. Et après, on a vu que de toute façon, on sentait durant tout le match, tu le sens, les joueurs en défense, ils avaient lâché le truc. Plus le choix, mais alors, quel choix on a encore eu en premier tour de draft, on a été choisir Deontay Banks, et Deontay Banks, je suis désolé, mais on peut regarder toutes les vidéos, le mec ne sait pas être en résistance sur un plaquage, ou du moins plaqué correctement, et on en fait notre cornerback numéro 1, enfin, catastrophique. Donc, malheureusement, il a sauté, c'est sur l'ensemble des mauvais choix, sur l'ensemble du playbook, sur l'ensemble de la pression médiatique, et c'est normal. Maintenant, j'aurais préféré, comme toi, qu'on aille jusqu'au bout de la saison, parce que ça changeait pas grand-chose de toute façon. Au final, c'était une saison perdue. Mais de là à dire que c'est révoltant qu'on l'ait débarqué, non, c'est pas révoltant, parce que chez Kafka, il pourra faire le taf et avoir les mêmes mauvais résultats jusqu'au bout. Mais non, mais c'est que ça sert à rien. Est-ce qu'on s'attend à une métamorphose avec Kafka ? Non. Absolument pas. Non. Mais non, parce que de toute façon, c'était d'un commun accord sur la façon de jouer. Non, il faisait une blague littéraire. Il essaye de nous montrer que monsieur a de la culture. Oui, peut-être Kafka, oui. Mais retourne à bâton rouge et voilà. Allez, hop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a la même. Excuse-moi d'élever le débat. Hein. Jackson Dart, il va être sur un match pour commotion. Il va louper le prochain face aux Packers. D'ailleurs, ouais, ça va faire mal aussi. Celui-là, on va voir ce qu'ils vont faire ce soir. Et celui-là va faire mal aussi. Et au final, après, il va reprendre que face aux Lions. Donc, bon. Mais c'est même pas grave parce que on a le calendrier le plus difficile de la NFL. Mais il faut arrêter de se cacher derrière le calendrier le plus difficile. Mais non, mais ça m'énerve. Mais ça m'énerve, ça m'énerve. Tu veux faire quoi ? Tu veux aller gagner des matchs maintenant ? Mais surtout pas. Mais je te demande pas. Mais on s'en fout maintenant. Déjà, ils vont faire les matchs comme ils vont les faire. Mais il faut arrêter de se cacher derrière des calendriers difficiles. Mais on attaque, t'as quoi ? Attends, t'as Malik Nabers qui a le genou dans la boîte à gants. T'as Skatabou qui a la cheville dans la boîte à gants. Maintenant, t'attends quoi ? T'as Jackson Dart qui a la tête dans la boîte à gants. Mais non, mais là, ils ont des jeux pour avoir la tête dans la boîte à gants. Malheureusement, ça on le savait. Hein, pour Jackson Dart et Skatabou, c'était prévu. Hein. De toute façon, c'était même écrit déjà. Hein, ça m'étonne que Skatabou ce soit la cheville d'ailleurs. Ouais. Mais non, mais c'est mieux pour après, lui. Maintenant qu'il soit là ou pas là contre les Packers, contre les Lions, même qu'ils aillent gagner contre les Pats quand même. C'est juste ça, juste pour les faire chier, mais voilà. Mais ça, en fait, on s'en fout maintenant, en fait, qu'il soit là, pas là, qu'il gagne, on s'en fout. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien maintenant. Donc, quand il va revenir à Jackson Dart, il va falloir qu'il prenne des répétitions, qu'il apprenne à jouer. Mais je suis désolé, sans Malik Nabers, qu'est-ce que tu veux faire ? Il sait faire briller d'autres joueurs que Malik Nabers, je suis désolé. Il sait faire Theo Johnson et Wendell Robinson. Je suis désolé. Mais il arrive à les faire briller. Oui, mais ok, super. Ben merci parce que Wendell Robinson, je l'ai pris en fantasy. Mais après, Bellinger qui fait drop sur drop, qui sert à rien. Theo Johnson, non, mais là, son pote. Non, mais attends, stop, on arrête. Si tu veux révolutionner tout le coaching de Giants, entre guillemets, en disant non, mais attends, on ne devrait pas le débarquer, etc. Bon, peu importe. Mais si en plus tu trouves dans les joueurs des joueurs mauvais, c'est à ce moment-là, tu veux tout révolutionner, tu veux tout changer, toute l'équipe. Moi, je veux garder l'équipe, déjà. Je dis que c'est l'entourage, le staff qui est mauvais. Un coach doit faire progresser son équipe et ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, la plupart des joueurs ne sont pas ne sont pas capables de jouer. Et la ligne, le premier. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, Joe Shane a été chargé par l'actionnariat, notamment John Mara et Tisch, d'aller chercher le nouveau coach. Alors, juste avant qu'on parle des nouveaux coachs, parce que j'ai la liste des coachs favoris chez les bookmakers, on a juste une question pour vous deux. Est-ce que vous voudriez qu'à l'intersaison, il y ait un vrai ménage complet qui soit fait, Joe Shane qui s'en va, les coordinateurs qui s'en vont, tout le monde s'en va, oui ou non, mon Bertrand ? Oui. Un grand oui. À l'intersaison, j'ai dit. À l'intersaison. Parce que là, il a été dit qu'il y aurait normalement plus de changements.
que le reste du staff resterait celui-là pour la saison. On fait encore des pansements. On fait encore des pansements, c'est pas bon. Ça peut changer. On sait très bien que si et ça peuvent changer. Mais est-ce qu'à l'intersaison, toi, Yaya, tu m'as dit que tu voulais des changements à la dernière intersaison. Est-ce que là, tu te dis, bah voilà, faut virer le GM, faut repartir sur une page neuve? Non. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que tu gardes le GM et tu vires les coordinateurs. Et tu prends un vrai coach de ligne offensive parce que ça n'en peut plus. Et tu prends des. Alors, tu penses, je sais pas, hein, c'est une vraie question, hein, mais tu penses que du coup, toi, tu serais pour que Kafka parte complètement? Oui. Même pas qu'il retombe en coordinateur offensif ou... Ça fait 4 ans qu'il est là. Mais le jeu offensif, c'est d'une pauvreté. C'est d'une pauvreté. Mais c'est un vrai problème. Et regarde, Daniel Jones maintenant à Indianapolis. Alors, bon. Kafka, moi ça pourrait être trop long à débattre. Mais Kafka... Ah non, bah, allons-y, on a le temps. Enfin, on a le temps. On reste encore à peu près 10 minutes. Mais... Kafka, moi je suis désolé. Et il passe les entretiens tous les ans avec toutes les franchises et personne ne le veut. Il y a bien un souci aussi. Je suis à peu près d'accord avec Yaya, simplement, je reste persuadé que notre problème de ligne offensive depuis des années s'est retranscrit sur Daniel Jones. Daniel Jones a une meilleure ligne offensive avec un jeu où Stachen a été malin de savoir l'utiliser comme il fallait, avec le jeu qu'il fallait, et d'avoir Tyler Warren, le rookie tight end, parce qu'il y a toujours un joueur en général dans une franchise qui est le playmaker très important qui te fait évoluer ton équipe. Et Tyler Warren, c'est être le joueur qui est à disposition pour Daniel Jones et qui lui permet de faire son style de passe qu'il aime bien. Alors, avec une ligne offensive comme il a, je veux te dire, n'importe quel quarterback, attends, soit peu bon, tu mets Jacoby Brissett au Colts, ils sont à 6, là, il vient de se prendre 13 sacs en 2 matchs. Hein. Enfin bon, peu importe, ils ont gagné. Non, je suis pas d'accord. Là-dessus, tu mets un quarterback moyen. Ils ont gagné cette semaine, mais pas la semaine dernière tu mets Brissett derrière la ligne offensive il a les mêmes résultats. En tout cas, il est en bilan positif. Et ça, j'en suis sûr. Comme Brissett, qui est le quarterback le moins intercepté de la ligue, hein, soit dit en passant, de toute sa carrière. Donc, imagine bien avec une ligne offensive apte et correcte. Donc, admettons, à partir de là, juste pour revenir sur Jackson Dart, lui a réussi à fédérer sa ligne offensive qui a envie de se battre pour sa tête et qui a envie de se battre parce qu'il montre qu'il n'a pas peur d'aller au charbon et que dès qu'il est plus là, Flav l'a très bien dit, à un moment donné, l'attitude n'est pas la même. Voilà. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. En tout cas, voilà où on en est pour le moment. Pour ce qui est du futur coach, vous allez me dire ce que vous préférez, parce que j'ai plusieurs choix. Alors, je préfère, c'est l'été en général. Hein. Chez les bookmakers américains, le favori, c'est Lane Kiffin, le coach actuellement d'Ole Miss, le coach universitaire d'Ole Miss, qui a été coach chez les Raiders, à l'époque c'était Auckland, en 2007-2008, bilan NFL 5 victoires, 15 défaites, c'était le plus jeune joueur. De quoi non, t'en veux pas Vas-y, on en parlera pas. C'était le plus jeune head coach de l'histoire moderne. Il était head coach, il devait avoir 31 ou 32 ans. Et là, il a emmené Ole Miss à de très belles saisons. Donc voilà, c'est le favori. Je vous fais la suite et puis vous me direz ce que vous préférez. Ensuite, on a Cliff Kingsbury, le coordinateur offensif des Washington Commanders. Clint Kubiak, juste derrière, John Gruden, Jason Garrett, Joe Brady, coordinateur offensif des Buffalo Bills, et Mike McCarthy. Voilà, pour les favoris pour le poste de truc. Alors, vous préférez quoi? Un coach universitaire qui revient, un coach actuellement coordinateur NFL qui prend un poste de head coach, ou alors carrément, j'ai envie de dire une ancienne gloire à la Mike McCarthy, à la John Gruden qui reviennent en NFL. Moi, personnellement... Il y a Belichick aussi, hein, qui est dans les... Et Belichick est à 16 contre 1 actuellement. Entendu, ouais. Et à 35 contre 1, il y a Eli Manning. Non, ça n'arrivera pas, il n'aime pas. Non, il n'est pas fait pour ça. Non, clairement. Alors, bon, je te demande pourquoi il est fait. Allons-y. Pour avoir discuté avec il n'est pas fait pour le Hall of Fame non plus. Oui, tu disais. Elle est bonne.
Tu veux vraiment que je t'en mette une Flav, la prochaine fois que je te vois. Mais tu sais quoi, je t'en mets 2. Un pour chaque MVP du Super Bowl. Tu disais, tu préfères quoi? Un coach type Kingsbury, mais Kingsbury n'est pas un head coach. Je pense que c'est un excellent coordinateur offensif et il faudrait récupérer ce type de coordinateur défensif. Et Bill Belichick, ouais, offensif. Et par contre, notre Bilou, grâce à qui on a 4 Super Bowls, 2 quand il était coordinateur défensif et 2 quand il était chez les Patriots. Et oui, on a gagné contre les Patriots. En coordinateur défensif, à nouveau, qui reviennent chez nous, mais pas en head coach parce qu'il est dépassé. Oui, enfin, je pense que s'il revient, ce sera en head coach parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher le record de victoire en tant qu'head coach. Donc, s'il revient en NFL, je pense que ce sera pour être head coach. Et Joe Brady, oui, non, j'allais développer, ouais, effectivement. Vous aimez bien les coordinateurs offensifs des Bills? Moi, personnellement, je ne prends pas un coach universitaire. Je reste persuadé que les coachs universitaires réussissent très rarement correctement en NFL. J'ai dit très rarement. Je n'ai pas dit que ça n'était jamais arrivé parce qu'on peut très bien me ressortir en disant oui, mais il y a un tel, je vois dans les commentaires. Non, mais j'ai dit très rarement. Donc, parce que c'est pas du tout la même chose le college football que la NFL. Ça n'a rien à voir. C'est une façon de voir différemment aussi. Je passe Kingsbury l'a très bien dit pour moi. Il a échoué en tant que coach. C'est un très bon coordinateur offensif qui reste coordinateur offensif. C'est très bien. Mike McCarthy, pour le coup, si c'est pour avoir un football terne comme on a eu globalement ou qu'il n'y ait pas de changement, je ne vois pas l'intérêt de le faire venir. Joe Brady, moi, je pense que c'est... J'en ai oublié un dans la liste, qui est 4e actuellement. C'est Jeff Heffley, le coordinateur défensif des Packers de Green Bay. Alors, je serais à donner de la chance à n'importe lequel des coordinateurs offensifs, puisque pour moi, c'est, comme on a pu voir avec Ben Johnson... Lui, c'est un défensif. Heffley, c'est défensif. Voilà. Mettons qu'on ne compte pas, parce que moi je reste sur les offensifs. Je pense que les coordinateurs offensifs ont plus de chances de réussir qu'un coordinateur défensif. On peut prendre beaucoup d'exemples, mais toi tu en connais bien un du côté des Saints avec c'était Allen de mémoire, Denis Allen qui a planté. Là on a Aaron Glenn, un excellent coordinateur d'ailleurs. Oui, Glenn il fait du bon boulot, hein. Oui, j'ai pas dit qu'il n'en faisait pas. J'ai dit qu'on voit pas la grosse différence parce que ça reste quand même le coach de base qui mène la barque. Donc, je pense qu'un coordinateur offensif a à un moment donné, s'il sait prendre le boulot de head coach comme il doit le prendre et avoir le charisme suffisant pour se faire respecter de ses joueurs, en étant coordinateur offensif à la base. Donc, ça veut dire qu'après, il développe son playbook avec son nouvel coordinateur offensif. Il aura possiblement plus de résultats. Dit que c'était une assurance à 100%. Alors, Shane Steichen, il réussit, il était offensif. Voilà. Jonathan Gannon, il était défensif. Alors, tu vois, c'est l'exemple. Oui, mais Liam Cohen, on a pu dire ce qu'on veut pour le moment avec les Jaguars, c'est pas toujours folichon, mais il y a quand même des points qui sont marqués, c'est juste qu'ils savent pas tenir le match et qu'à un moment donné, ils craquent. Ben Johnson, chez les Bears, c'est quand même un coordinateur offensif. J'en ai plus d'autres en tête, mais il y en a bien d'autres, je suis sûr. Globalement, moi j'en ai un autre, c'est Kellen Moore. Kellen Moore, voilà, qui risque de faire du bon travail à un moment donné. J'ai mis toujours aussi du conditionnel. Il en fait déjà. Chez les Saints. Oui, mais ça, c'est toi qui parles en tant que fan. Après, on verra vraiment les résultats au final, dans quelques temps. Mais gagner un match à Tyler Shaw en NFL, je peux te dire. Au-delà de ça... Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que je pars du principe que la promotion de coordinateur offensif à head coach est mieux parce qu'ils connaissent quand même le sérail du football américain en NFL. Ils savent aussi tous les travers et les entrailles d'une franchise et comment ça fonctionne, et qu'après, ils peuvent mieux l'appliquer. Donc, pour moi, c'est la meilleure promotion à avoir. Et je resterai donc soit sur Joe Brady ou soit sur un coordinateur offensif. Et puis, vous aimez bien les Brady, en plus. Ça vous réussit bien, les Brady? Oui, c'est vrai, en plus, pour le coup. Et là, il y aura un certain nombre de jeux de mots des Américains sur ça, en plus, si ça devait arriver, pour le coup. Mais au-delà de ça, après, de redonner sa chance à d'ancienne gloire, John Gruden, non, parce qu'à part le fait qu'il est un personnage public qui fait parler de lui, etc., c'est tout ce qu'il va apporter. Puis alors, John Gruden à New York, Ouais, alors là, je te raconte pas. Hein,
Non, merci. Non, merci. Moi, je crois qu'on est là, on est d'accord, les gars. Je crois qu'on refait un podcast spécial si John Gruden signe à New York. Putain, la vache. Non, mais heureusement que j'habite qu'au premier étage. La seule chose, c'est qu'il s'entendrait bien avec Jackson Dart. Il s'entendrait bien avec Jackson Dart parce qu'il a fait, a priori, il l'aime bien dans sa façon d'être. Mais non, mais de toute façon, il est grillé par Roger Goodell. Il a envoyé des emails. Enfin, et pour terminer là-dessus, revenir sur les anciennes gloires telles Bill Belichick, pour le coup, ça, je suis contre aussi parce que la seule chose bien, c'est qu'il essaierait de faire gicler Joe Schoen parce qu'il est plutôt dans un style head coach manager où il décide. Et je pense que ça a chopé entre les deux. Donc la seule bonne nouvelle, ça serait ça. Parce que peut-être qu'il me raison grain de sel, mais j'en voudrais pas quand même en head coach. Ça serait de revenir sur de l'ancien et faire du Patriots chez nous. C'est pas, même s'il a été coordinateur défensif, malgré tout, il a quand même fait 20 piges chez les Patriots. Et ça, pour le coup, je l'oublie pas. Voilà. Très bien. Bon, voilà. On a été complet sur Brian Daboll. Tu n'as plus rien à ajouter, mon Yaya? Alléluia. Allez, allons-y. Tim Boyle, coach. Tim Boyle, coach quarterback, c'est une bonne idée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez écouter la review de la semaine 10 de compétition, le podcast habituel du mardi. Ce sera diffusé. Alors, si vous écoutez tout de suite quand on publie celui-là, le podcast arrivera mardi matin sur les coups de 6h du matin sur vos plateformes d'écoute. Mercredi, vous aurez la NCAA. Jeudi, vous aurez le deuxième podcast NFL avec les trophées de mi-saison. On va parler du MVP, on va parler du rookie offensif de l'année, du joueur offensif, du joueur défensif, du coach de l'année. Ce sera donc pas Brian Daboll, ça c'est déjà une certitude, mais il nous reste des très beaux noms, hein. Mike McDaniel, Jonathan Gannon, Kevin Stefanski, bref. Quoi faire, hein, mon Yaya, pour le coach de l'année? Oui. Ou d'autres, ça peut être d'autres aussi. Mais bon, peut-être d'autres d'ailleurs, sans doute. Je pense. Sans aucun doute. Et vous pouvez écouter aussi le podcast MLB qui est sorti ce lundi et le podcast NBA qui arrive ce mardi matin, lui aussi. Voilà, pour être totalement complet sur les podcasts. Merci mon Yaya, merci Bertrand d'avoir été avec moi. On vous remercie tous de votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à venir avec nous sur Discord pour en parler. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tailgate. Salut tout le monde. Ciao. À bientôt.